Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette mini-série où on va parler de Quality Engineering au sein de la Guilde. Il va y avoir 5 épisodes, comme d'habitude, où au début on va parler de Quality Engineering plus orienté sur notre propre métier, qui est la QA, mais aussi on va parler de Quality Engineering autour de toutes les activités de développement, puis de tout ce que ça implique pour le métier, aussi côté Ops, côté production, et on finira par un épisode où on parlera des conseils si vous voulez vous lancer dans une telle organisation pour le Quality Engineering. Pour cela, j'ai l'immense honneur d'accueillir Mohamed Hamami qui s'est lancé il y a quelques années dans ce chantier-là et qui va vous en parler, qui est le Head of Engineering d'IOBEA pour la France et la Tunisie, et en Tunisie, qui est aussi le General Manager du site. Bonjour Mohamed. Bonjour à toi Jean-François, merci pour l'invitation. Merci à Super toi. Je content sais d'être que à côté de toi. ouais. Oui, je sais que tu es extrêmement pris, donc merci de prendre ce temps pour pouvoir échanger avec moi et avec nos auditeurs. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais prendre juste quelques instants pour te présenter? Yes, avec plaisir. Je vais me présenter. Je pense, toi, tu me connais pas mal, mais du coup, je vais, je vais en parler là. Alors, Mohamed Amami, pour la personne, je suis tunisien, je suis père de famille, et j'ai 2 enfants, donc ça, c'est important. Je Tu fais, as raison. c'est humain. Mais aussi au niveau professionnel, donc je suis Head of Engineering, comme tu as présenté Jean-François, et je dirige les équipes d'engineering au sein d'IOBA. Je présenterai IOBA, c'est important aussi, parce qu'IOBA, c'est une solution SaaS, mais aussi on a une version on-prem qui fait du visual management. Ça veut dire quoi? Toutes les pratiques de management qui sont euh, faites avec des post-it, avec du papier ou autre, que ce soit dans le lean, dans l'agile. Nous, on a l'équivalent digital. C'est du Miro, mais plutôt orienté business, plutôt orienté déploiement de systèmes de visual management, orienté plus sur, euh, sur un déploiement en scaling, donc dans des équipes. Donc on a des clients qui sont voilà plusieurs équipes dans plusieurs États, dans plusieurs localités. Et ce qu'on fait en général, c'est juste on a un dashboard, c'est un panneau avec des post-it, mais derrière il y a tout un process, tout un système d'escalade, tout un système de consolidation. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait dans IOBA. Et j'invite tout le monde à voir le site. Et on a fait pas mal d'efforts pour que ça soit bien simple pour comprendre notre solution, qui est déjà en prise en main, c'est ce qu'on nous dit nos clients, assez facile. Alors revenons à moi, parce que ce que j'aime le plus, c'est le produit aujourd'hui. Mais, mais on en parlera. Donc moi, je suis Head of Engineering d'IOBA. J'ai pris ce poste-là il y a 3 ans, donc septembre 2021, octobre 2021. Mais avant ça, j'ai commencé en tant que développeur à Paris. J'étais développeur, ce qu'on appelle R&D développeur. J'étais dans la partie front. Pour les puristes, j'étais sur une technologie qui s'appelait Flex. Oh, qui a eu son moment de gloire. Exactement. Et ce que j'ai commencé à faire, c'était des librairies et des frameworks. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore, c'est construire. Donc mes premiers clients, c'était des développeurs. Voilà. Et c'est là où j'ai découvert les tests, parce que mes clients sont développeurs, donc je ne dois pas casser des choses. J'ai une audience que je connais pas, donc parce que chacun va utiliser à sa façon. Peut-être tu as des entrées un peu différentes. Donc je faisais surtout de la visualisation de données. Et j'ai fait ça pendant 5-6 ans.
On est toujours dans la visualisation avec toi. Voilà, c'est ce que j'adore faire. Et j'ai fait surtout des frameworks et des librairies. Donc, et c'est là où j'ai commencé à attaquer la partie édition, édition logicielle. Bien sûr, entre-temps, il fallait faire du service. Donc, parce que la société à l'époque, c'était du service qui voulait faire de l'édition logicielle. Donc, c'était nos premiers pas. Donc, il y avait pas mal d'implémentations. Puis après, j'ai géré une équipe sur ce sujet-là. Puis il y avait d'autres produits. Et après, j'ai géré plusieurs équipes, des équipes de Streamline Aligned Teams, ce qu'on dit, donc des équipes qui sont en frontal avec les clients, des équipes d'enablement, donc sur des assises techniques, notamment liées à l'event sourcing, CQRS ou liées à d'autres sujets. Hein. Donc sur ces équipes-là, j'ai mes réussites, j'ai aussi des choses qui ne sont pas allées correctement, mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai plein de leçons et plein d'histoires à raconter. Et c'est ça qui me motive chaque jour. Voilà. Et dans les 3 ans de Head of Engineering, bien sûr, c'est un monde qui est fascinant. Fatigant, mais fascinant. Oui, puis tu as une diversité d'équipes sous toi. Tu n'as Yes. pas que des développeurs, mais tu as aussi tout ce qui est QA, qui est Ops. Donc c'est vrai que tu as, Ouais, finalement t'as la main mise, c'est bien, mais ça donne. ouais, Mais ce qui fait que ça va pouvoir nous permettre de parler du quality engineering de façon plus globale, vu que tu as une grande partie yes. du logiciel sous ta responsabilité. Mhm. Euh, donc, comme vous voyez, le parcours de Mohamed est intéressant, et fait qu'il a une grande diversité. Donc, on va se concentrer sur ce premier épisode, sur le quality engineering, un peu sur le cœur de métier de la qualité logicielle, du quality assurance, du testeur. Euh, je me rappelle qu'au début, on parlait, originellement, tu avais une organisation standard avec des QA, des devs, limite proche du cycle en V, puis après, vous avez voulu délivrer plus rapidement et tu as fait évoluer en tout premier tes rôles de QA avant les devs, si je me trompe pas. C'était quoi ton constat et c'est quoi ton objectif sur le rôle et les activités des testeurs dans tes équipes? Mhm. Permets-moi juste de revenir sur, parce que c'est bien, il y a une histoire qui est assez marrante. C'est que quand j'ai commencé en tant que dev, après 2 ans, il y avait l'introduction du métier QA. Le métier QA, c'était un métier, tu te rappelles très bien, au niveau service, on vendait. Euh, J'utilise le terme vendre, ouais. On vendait un peu ces prestations et j'étais la personne qui était pas content toujours. J'avais pas des relations qui sont super bonnes avec l'équipe. D'ailleurs, je m'en excuse pour ceux qui étaient avec moi, en frontal avec moi. Et j'ai découvert petit à petit. Et le rôle du QA, je l'ai vu. Et je l'ai vu évoluer du rôle standard, traditionnel qu'on connaît tous, du test manuel et du bug fixe. Puis, dans l'époque médiévale où on a introduisé l'agile, on disait oui, on doit reliser à tout moment, mais il faut que s'assurer de la qualité, mais on nous dit pas c'est quoi les outils. Donc c'était compliqué en tant que manager de gérer ça. Après, on se dit ah, il y a le DevOps, donc on peut finalement il y a des outils qui nous permettent de réaliser des choses que l'agile nous dit. Et plus tard, là c'est au niveau moderne, là il y a l'automation, il y a aussi des pratiques pour qu'on soit un peu plus proactif. Donc, mon expérience avec les QA n'a pas commencé juste en tant que head of engineering. J'étais aussi un manager et j'observais des choses. Euh, Ce qui est bien dans notre expérience, c'est que moi j'ai découvert, on a fait le changement de QA pour qu'il soit dans les équipes un peu tôt. Donc, je pense il y a 5, 6 ans. Donc, avant, on Fasse avait. partie de l'équipe produit, qui ne soit pas dans une Exact, équipe exact. externalisée. Parce que justement, le constat, c'était, on était sur un cycle en V et du coup, derrière, on testait à la fin et c'était pas viable. Hein. Oui. Et avec la complexité du produit et tout ça, ça devient juste ingérable. Donc, on a introduit les QA et surtout, ça permettait d'avoir cette expérience du domaine ou cette expertise sur le domaine qui est diffuse dans toute l'équipe. Ouais. Donc, en arrivant
Après, en tant que Head of Engineering, j'ai renforcé ça, mais plutôt d'orienter, parce que moi, j'aimais pas le terme Quality Assurance. Je trouvais l'assurance et que juste à la fin, et j'avais ce que j'appelle des red flags. Quand un développeur il dit c'est pas mon rôle de tester, quand un engineering manager te dit c'est la faute de QA, ou quand un support il dit la QA ne teste pas, j'avais ces red flags, et ces red flags j'aimais pas, parce que la qualité pour moi c'est un travail, c'est dans l'équipe, et ça commence pas quand on a livré, ça commence bientôt de l'idée, de la discussion, les fameux 3C sur une user story, de cette communication. Tres amigos ou example mapping. Moi, je suis plutôt école example mapping. Ouais, ça m'étonne pas, vu que tu aimes le visual management. Ouais, T'es comme moi sur ça. ouais, mais on l'a introduit un peu tôt, hein. Et, euh, et je trouvais que c'était important de recentrer le mindset de qualité sur l'équipe plutôt que sur un QA analyst, QA automation, ce que tu veux, un QA engineer. Euh, et c'était la première action. C'était pas évident au niveau mindset, hein, by the way, parce que ça crée des... En termes de mindset, justement, Ouais, t'as le dev qui va changer, on y viendra après dans le deuxième ouais. épisode où on parlait dessus, mais sur les QA, est-ce que tu as dû aussi faire un pivot ou recruter des profils complémentaires pour avoir du mindset? Parce que tu arrivé avec des gens qui étaient plutôt dans le quality control, tu voulais qu'ils soient plus dans l'agilité et dans l'anticipation, donc avec des rôles où il faut qu'ils soient proactifs, force de proposition. Mhm. Voilà, quand on commence à parler d'example mapping, c'est quand même remettre en question ce qui est proposé du métier, de faire des critères d'acceptation qui soient clairs et intelligibles pour tout le monde. Mhm. Comment tu as, aussi, je pense, beaucoup plus d'automatisation, globalement, si tu voulais aller plus vite. Ça a été quoi ta vision? C'est pour faire grandir les gens? Est-ce qu'en partie, tu as récupéré des profils qui viennent de l'extérieur pour essayer d'aller un peu plus vite? Comment tu as fait pour pouvoir... parce que c'est bien beau de le vouloir, mais si on n'a pas encore les compétences à date, ça peut mettre du temps à prendre en compte et créer aussi quelques frustrations dans les équipes produits qui ne voient pas tout de suite le bénéfice de l'activité, où tu as réussi à identifier des quick wins très rapidement, qui ont permis de gagner du temps pour que l'équipe puisse arriver sur ce niveau de maturité. Je parle enfin, des QA déjà dans un premier temps. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, je me rappelle un peu Mais en fait, oui, il y avait le choix d'avoir par exemple, du coaching. On a fait l'expérience, mais en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on voulait déléguer une partie de la qualité à une ESN. Ça ne marchait pas parce qu'au niveau mindset, ça allait pas avec ce que je veux avoir. Et côté QA, pour identifier, côté QA, qui m'intéressait le plus, c'est du coaching, c'est avoir des gens que j'identifie qui ont les compétences, mais aussi l'envie de changer, et qui sont pas fermés sur des méthodes anciennes. C'est-à-dire, moi, je suis pas une personne qui aime appliquer à la lettre un framework ou un truc. J'aime lire, j'aime comprendre pourquoi on fait les choses, mais je peux tout à fait prendre des trucs de safe, malgré que j'aime pas, je veux pas implémenter du safe, mais je prends des choses de safe parce que c'est super. Je prends des trucs de ShapeUp ou d'autres frameworks. De même pour la qualité. C'est-à-dire, STQB, c'est Oui. bien, mais c'est pas suffisant. Et Et puis, donc, j'avais fait chaque bonne pratique dépend du contexte aussi. Donc, voilà, c'est bien exactement. It de depends. prendre. C'est le fameux it depends. C'est ça, le it depends est super important. Ouais. Voilà, et le contexte. Chaque projet, chaque équipe, chaque entreprise a sa réalité. Et donc là, j'ai spoté de personnes que j'ai montées en tant que lead, mais aussi qui ont été coachés et qui avaient l'envie de changer. Bien entendu, on avait un coach à un moment donné qui était vraiment pas mal pour bootstrapper certaines idées. Euh, et, euh, et à partir de là, il fallait mettre le mindset. Par exemple, on relisait peut-être tous les 6 mois, tous les 5 mois. Quand je dis à la QA, non, on va reliser et déployer tous les mois, et vous devez vous adapter, alors qu'ils faisaient des tests qui duraient presque une semaine, ou voire deux parfois. Mais comment on fait? Ils avaient un automation, l'automation, il n'y avait pas.
Donc c'était un changement qui a été radical et qui a été dur. Mais j'avais des gens qui... Je suis pas un expert des méthodes QA, donc je devais me reposer sur des gens qui étaient compétents. Donc il y avait pas mal que j'ai spoté, qui avaient euh, la connaissance métier, mais aussi l'envie de changer et pas mal d'idées. Et j'ai juste à les mettre en place, mais le changement n'était pas que QA, c'est ce que je veux dire, Jean-François. Et C'est que oui, c'est sur les équipes d'engineering pour expliquer que en fait le QA il est là, coacher, pour peut-être cadrer, pour arrondir les angles, mais le premier test se fait par l'idée que tu mets, par l'écriture de ton user story, par le développeur. Et si le développeur ne sait pas comment cette feature ou cette user story va être testée, il n'aura pas les bons réflexes quand il implémente. Et donc ce changement-là n'était pas vraiment évident. c'est Euh, super intéressant ce que tu dis, parce que moi je vois souvent quand on fait un changement de culture et d'organisation comme un engrenage, où tu bouges une pièce, tu es obligé de bouger les autres pièces, tes autres pièces, bah, c'est les autres rôles dans ton équipe. C'est vrai qu'on va les développer juste après dans les autres épisodes, que ce soit partie métier, prod et exact, développement. exactement. Et ça, c'est super intéressant. Et on parlera certainement un peu de QA forcément dans les autres épisodes. Donc, merci Mohamed de nous Tout à avoir fait. présenté ta vision, la Yes. complexité que tu as eu à mettre dedans. Et je vous encourage à rester pour le second épisode où on va parler un peu ben, justement de l'engineering pour le développement, comment tu les as embarqués dans cette transformation ambitieuse. Yes. Donc n'hésitez pas à rester avec nous et écouter le second épisode de la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.